Donc, nous avons le plaisir pour ouvrir le colloque, d'accueillir pour ouvrir le colloque, d'accueillir Michel Monte, que je remercie au nom de tous d'avoir accepté notre invitation. Michel Monte est professeur émérite de linguistique et stylistique à l'Université de Toulon. Ses travaux s'inscrivent en sémantique textuelle et énonciative. Il porte à la fois sur la production et la réception, et il concerne à la fois les discours politiques et médiatiques et d'autre part la poésie française contemporaine. Elle définit l'interprétation du poème comme le résultat d'une interaction variable selon les poèmes entre trois dimensions textuelles, sémantiques, esthésiques et énonciatives. Elle a coordonné en 2016 avec Hugues Laroche l'éthos en poésie dans la revue en ligne Babel Littérature Plurielle. Elle a également coordonné en 2018 avec Philippe Val et Stéphanie Tonnerieux le livre Stylistique et méthode, quel palier de pertinence textuelle, qui a été publié aux presses universitaires de Lyon. Michel, donc votre exposé a pour titre aujourd'hui Argumenter en poésie. Donc vous avez 1 heure pour votre exposé et la discussion. Comme je le vous disais tout à l'heure, hein, nous ne pourrons pas vous montrer des petits papiers, mais vers 14h45, on se manifestera en montrant des applaudissements pour vous indiquer non seulement notre enthousiasme, votre exposé, mais aussi le fait qu'il faudrait que vous pensiez à conclure, à aller vers la conclusion. Donc, nous vous écoutons. Merci de votre présence. Merci beaucoup, Marion. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler de poésie dans des colloques de linguistique. Et donc, je suis très contente de l'occasion qui m'est donnée ici et vraiment, je vous en remercie. Alors, donc, ma communication va se décomposer de la façon suivante. Je présenterai mon cadre théorique et puis après, j'envisagerai différents cas possibles d'argumentation en poésie, donc en allant des poèmes à argumentation explicite et des poèmes polémiques vers des poèmes où l'argumentation prend des formes plus indirectes, hein, donc par des conflits de voix, mais ensuite par une implication du lecteur, donc un dialogisme interlocutif, et enfin par des délégations de parole. Alors, ma conception de l'argumentation s'inscrit donc dans la conception dialogique de la production discursive. Donc, pour moi, ce dialogisme se situe d'abord au niveau de l'interdiscours, le discours poétique en diachronie, les autres discours aussi dans la contemporanéité du texte. C'est-à-dire qu'il me semble qu'un poème se situe, bon, c'est pas très original, mais je pense que c'est important de le rappeler, qu'un poème se situe toujours en dialogue avec les poèmes qui l'ont précédé, et d'autre part avec les autres formes de discours dans la société dans laquelle il s'insère. Je pense que la poésie, en particulier, est très attentive à ce qui circule dans la société, que ce soit le discours politique, médiatique, professionnel, quotidien, et on en a ou religieux dans des époques plus anciennes, et on en a de multiples traces, et donc le poème dialogue avec ces textes. D'autre part, les poèmes mettent en relation un énonciateur textuel, hein, que je vais définir tout à l'heure, et un lecteur. Et les questions et les doutes du lecteur peuvent être anticipés par l'énonciateur textuel. Donc là, on est dans une forme de dialogisme qu'on appelle interlocutif. Et c'est aussi, à mon sens, une façon d'argumenter que de chercher à susciter l'implication du lecteur dans la construction du sens du poème. Et donc, ces deux orientations, interdiscursive, interlocutive, laissent des traces dans le texte, et ce sont ces traces que je vais un peu envisager tout à l'heure sur exemple. Alors, cette conception, évidemment, repose sur une conception extensive de l'argumentation. C'est une discussion que j'ai eue, par exemple, avec Marc Dominici, qui me dit, mais ça, c'est pas de l'argumentation. Oui, d'une certaine façon, c'est pas de l'argumentation dans la mesure où on n'a pas un cheminement conclusion-argument ou argument-conclusion qui est toujours repérable. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'étayage au sens de l'argumentation, mais il y a toujours, à mon sens, un positionnement, un texte poétique. Quand je dis texte, ça peut être aussi
une production orale, puisqu'on sait que la poésie maintenant a beaucoup réinvesti le champ de la performance. Donc pour moi, texte, c'est, disons, la trace de cet engagement énonciatif qui peut être écrite ou orale. Et donc, dans le texte, les choix de référenciation, les dispositifs énonciatifs sont porteurs de ce que Jean-Blaise Grise appelait un éclairage. Et donc, cet éclairage présente les objets du discours de façon subjective, il oriente la réception, et c'est en ce sens que je parle d'argumentation, même s'il n'y a pas toujours, et même s'il n'y a pas souvent, d'étayage. Alors, je rappelle d'ailleurs, ça c'est une discussion qu'il y avait aussi entre Ruth Amosi et Raphaël Micheli. Et Raphaël Micheli disait, mais pour qu'il y ait argumentation, il faut qu'il y ait à la fois le positionnement et l'étayage. Et Ruth Amosi propose de distinguer les textes à visée argumentative, où les deux sont présents, et ceux où il y a simplement une dimension argumentative et où il n'y a qu'un positionnement. Et c'est à cette conception que je me rallie. Alors, en ce qui concerne la stratification énonciative en poésie, je parle d'énonciateur textuel parce que, bon, là, je m'inscris tout à fait dans la lignée de Ducrot 1984, le dire et le dit, c'est-à-dire que le sujet biographique empirique n'est pas celui qui m'intéresse. Ce sujet biographique qui est distinct d'ailleurs de la personnalité sociale qu'on appelle l'auteur. On parle parfois, il y a des travaux sur les images d'auteur, il y a des travaux de Meizhou sur les postures. Bon, ça, c'est une personnalité sociale que je ne prends pas non plus en compte. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se produit dans le texte, et c'est pour ça que j'appelle donc que je parle d'énonciateur textuel. Dürrenmatt, lui, dit le poète. Moi, je préfère dire l'énonciateur textuel parce que c'est plus général. Donc cet énonciateur textuel, il peut mettre en scène un locuteur. Le locuteur, moi, je le définis comme le responsable des marques déictiques et modales, et donc responsable du point de vue principal. Mais l'énonciateur textuel peut aussi préférer ne pas mettre en scène de locuteur. Et à ce moment-là, on sera dans la deuxième partie de mon tableau, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'énonciateur textuel va se borner, si on peut dire, à organiser des points de vue qui seront portés par des énonciateurs plus ou moins déterminés. Donc, je reprends la distinction que faisait Ducrot entre locuteur et énonciateur. Alors, si il y a un locuteur dans le texte auquel on peut rapporter les marques de première personne, eh bien, ce locuteur, à son tour, il peut céder la parole à des locuteurs représentés. En poésie, on a aussi du discours, de la représentation du discours, et ce locuteur peut aussi organiser des points de vue. Et donc, la question qui se pose à ce moment-là, c'est quelle va être la relation entre l'énonciateur textuel et le locuteur. Et donc, moi, je propose de considérer qu'on a 5 situations possibles en poésie qui sont, disons, des situations prototypiques. La première situation, c'est celle qu'on a aussi en autobiographie, qu'a défini Lejeune, c'est-à-dire une sorte d'aplatissement des 3 instances que sont le locuteur en jeu, l'énonciateur textuel et le sujet biographique, qui ne font qu'un. Alors, ça se remarque par la présence d'indices biographiques convergents. Dans ce cas-là, je dirais que la lecture autobiographique est inscrite dans le projet même du livre. Donc, un livre qui afficherait, qui peut être de la poésie, mais qui se donne avant tout comme de l'autobiographie, même si à certains égards, c'est aussi de la poésie par d'autres formes, d'autres marques formelles. Mais cette lecture autobiographique peut ne pas épuiser l'interprétation, mais en tout cas, elle est programmée par le dispositif. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. La plupart du temps, on va se retrouver, quand on a un locuteur en première personne, dans la situation numéro 2. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le locuteur en jeu et l'énonciateur textuel ne font qu'un, mais on ne peut pas les aligner sur un sujet biographique. En effet, plusieurs traits dans le texte promeuvent une lecture générique, décontextualisation, généralisation, allégorisation. Et donc, on a un dispositif qui est assez vraiment répandu, très répandu en poésie, d'un jeu qui a des contours assez mal définis et qui peut d'ailleurs parfois s'inclure dans un nous et qui en tout cas se présente son énonciation comme très décontextualisée.
Troisième situation possible, l'énonciateur textuel peut poser un jeu fictionnel. Par exemple, Tristan Corbière, dans Les Amours jaunes, fait parler une pipe, la pipe du poète, dans un poème humoristique. Donc, c'est le locuteur, le jeu, c'est la pipe du poète qui s'exprime. C'est tout à fait possible, ce n'est pas le plus fréquent, mais donc à ce moment-là, on a un dédoublement entre l'énonciateur textuel et le jeu, et l'énonciateur textuel peut s'effacer complètement. Il peut aussi se manifester son ironie ou son empathie vis-à-vis de ce jeu, avec donc des phénomènes de dédoublement qui sont intéressants à analyser. Alors, dans la situation 4, on n'a plus du tout de marque de première personne. Donc, il n'y a plus de locuteur principal en jeu. En revanche, il y a des personnages individualisés, mais donc ces personnages sont représentés, ce sont eux qui sont porteurs de points de vue. Et s'il y a du jeu, il va être uniquement limité à du discours représenté. Donc, alors évidemment, c'est la situation qu'on a, par exemple, dans la poésie épique. Hein. On sait que dans la poésie épique, hormis les prologues, enfin les débuts des chants, ce sont après les personnages dont on raconte l'histoire, enfin les affrontements, les conflits. Et ces personnages, bien entendu, peuvent parler à certains moments, mais ce sont des locuteurs seconds qui sont représentés. Il n'empêche que, bien sûr, l'énonciateur textuel, le poète épique en l'occurrence, peut faire entendre son adhésion ou sa distance au point de vue porté par les personnages. Et puis, dernière situation, c'est le cas où on n'a pas de locuteur en jeu, de locuteur principal, je veux dire au niveau primaire, on n'a pas de personnage, et à ce moment-là, on a un effacement énonciatif, on a l'impression qu'il y a simplement, on nous dit des choses, mais l'énonciateur textuel reste parfaitement anonyme. Il n'empêche que le texte est traversé par des points de vue que l'énonciateur textuel orchestre, hein, et on peut même attribuer à l'énonciateur textuel, bien qu'il ne soit pas présent par des marques déictiques, hein, on peut lui attribuer le point de vue dominant, macro point de vue, j'y reviendrai, et les affects. Voilà. Alors, c'était un peu pour situer au point de vue énonciatif, mais je ne vais pas trop m'attarder aujourd'hui. En revanche, vous verrez que les exemples que j'ai choisis appartiennent à ces différentes situations. Je le rappellerai le cas échéant. Alors, je vais donc commencer par des poèmes à l'argumentation explicite. Et tout de suite, je vais rentrer avec deux exemples. Hein. Donc, vous voyez, ce premier poème de Philippe Jacotet que vous avez en entier, il commence en disant « Oui, oui, c'est vrai, j'ai vu la mort au travail, et sans aller chercher la mort, le temps aussi, tout près de moi, sur moi, j'en donne acte à mes deux yeux, adjugés. Sur la douleur, on en aurait trop long à dire, mais quelque chose n'est pas entamé par ce couteau, ou se referme après son cou, comme l'eau derrière la barque. » Donc ici, je parle d'argumentation explicite parce que nous avons deux points de vue qui sont posés qui sont en opposition, hein, donc avec un mouvement concessif tout à fait classique. Hein. Donc d'une part, dans le premier point de vue, donc les 4 premiers vers, le locuteur, hein, donc on est dans une situation, la situation numéro 2 en fait, on a l'énonciateur textuel et le locuteur qui sont assimilés. Le locuteur reconnaît le travail de la mort, le travail du temps. C'est une concession, il concède ce point de vue, hein, et ce point de vue, il le concède à un interlocuteur qui est anonyme, hein, mais auquel il répond. Donc, on est vraiment dans une situation dialogique. Hein, oui, oui. Et puis, ensuite, après le mais, il affirme que tout n'est pas dit par ce premier point de vue et que quelque chose n'est pas entamé par ce couteau. Voilà. Alors, ce qui ressort aussi de ce texte, c'est que la conclusion n'est pas donnée, en fait. Hein. Le texte présente le conflit des points de vue, point de vue 1 et le point de vue 2, articulé par mais. La conclusion n'est pas donnée dans le texte. Elle sera peut-être donnée dans la suite, dans les autres poèmes, hein, parce que les poèmes sont aussi envisagés dans l'ensemble auquel ils appartiennent. Elle peut être aussi laissé au libre choix du lecteur qui pourrait se dire, ben, par conséquent, ça vaut la peine de vivre, par exemple, ou par conséquent, il faut continuer à vivre, et s'accommoder de la mort et du temps. Bon, ce sera le lecteur qui tirera la conclusion. On a la même chose dans le poème de Char, mais avec à la différence que là, le locuteur est un nous. Nous sommes venus, dire-t-il, avec en plus du discours représenté. Hein, le premier nous n'est pas le locuteur premier. Nous sommes venus, dire-t-il, vous prévenir de l'arrivée prochaine de l'ouragan, de votre implacable adversaire.
Nous avons dit merci. Alors là, ce nous-là, c'est le locuteur principal. Nous avons dit merci et les avons congédiés. Certes, nous aurions pu les convaincre et les conquérir, car l'angoisse de l'ouragan est émouvante. Oui, l'ouragan allait bientôt venir, mais cela valait-il la peine que l'on en parlât et qu'on dérangeât l'avenir? Là où nous sommes, il n'y a pas de crainte urgente. Donc ici, on a encore une fois une opposition qui est bien marquée avec le certes et le mais. Le certes qui concède, la confirmation de ce qui a été dit par les locuteurs désignés par il. Hein, oui, l'ouragan allait bientôt venir, donc le locuteur principal en convient, mais ensuite il estime que ça ne valait pas la peine de déranger l'avenir. Et il y a ici un étayage sous la forme du dernier vers, en fait. Hein, le dernier vers, là où nous sommes, il n'y a pas de crainte urgente, vient justifier, appuyer le choix de ne pas s'inquiéter de l'ouragan. Alors, je me suis demandé, intuitivement, je sens, comme je lis, évidemment, je lis beaucoup la poésie, et, je sentais bien qu'il y avait des poètes qui étaient plus dialogiques que d'autres et où l'argumentation explicite était plus présente. Et donc, pour m'en assurer, j'ai procédé à une recherche sur Franc-Texte, avec les limites de Franc-Texte, hein, mais j'ai regardé donc, pour les poètes post-45 du corpus, et j'ai fait 2 recherches. Alors là, je vous ai mis la première de ces recherches. Je n'ai pas mis la seconde, mais j'ai constitué un corpus de tous les poètes disponibles sur Franc-Texte et des œuvres post-45. Et j'ai constitué une liste de modalisateurs et de concessifs. Il y a aussi le causal puisque, donc j'ai mis dans cette liste peut-être, pourtant, puisque, sans doute, toutefois, cependant, évidemment, naturellement, certainement, etc. Et à partir de là, j'ai cherché, donc le logiciel m'a calculé le nombre d'occurrences de ces modalisateurs, de ces concessifs, et il a calculé, eu égard au nombre total de mots du corpus, la fréquence relative. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que sur cet ensemble de poètes qui sont représentés dans la base, eh bien évidemment, on a quand même une variation pour une variation qui va de 1 à 9. Hein, puisque ceux qui utilisent le moins les modalisateurs et concessifs, on a une fréquence relative de 322, c'est Senghor, et celui qui l'utilise le plus, chaque côté, il a une fréquence relative de 10 630. Hein, donc, on est à peu près dans une relation de 1 à 9. Donc, on voit bien qu'effectivement, ce dialogisme, disons, explicite, cette argumentation explicite, n'est pas le fait de tous les poètes, puisque la moyenne se situe autour de 960, vous voyez, et que donc on en a à peu près autant qui sont en dessous de la moyenne que ceux qui sont au-dessus. Et c'est vrai que quand on connaît ces auteurs, disons que les premiers auteurs de la liste, on n'est pas étonné de les trouver, disons, dans les premiers du dialogisme, parce qu'à la lecture, je pense qu'on sent que ce sont des poètes qui, qui établissent un dialogue fort avec leur lecteur, et un dialogue qui a pour but d'inviter le lecteur à se positionner par rapport à des débats, mais ça, je vais y revenir. Notons que Michaud est absent de Franc-Texte, mais je vais en parler après. Voilà, donc ça c'était les lexèmes et je passe parce que le temps presse. Donc ça c'est le nombre d'occurrences pour les lexèmes que j'avais mis dans la liste. Alors, donc tout à l'heure nous avons vu l'opposition entre le certes et le mais, qui est une des marques d'argumentation directe. Une autre possibilité aussi, c'est le poème polémique, avec l'usage de la négation. Alors, j'ai fait aussi une recherche, comme je l'ai faite sur les modalisateurs concessifs, j'ai fait une recherche sur les négations. Ce n'est pas tout à fait les mêmes auteurs qui viennent en tête, mais c'est quand même, il y a quand même de gros points communs entre les 2 tableaux. Bon, on pourra y revenir. Et donc, poème polémique, vous voyez, l'effort humain n'est pas ce beau jeune homme souriant, debout sur sa jambe de plâtre ou de pierre. Non, l'effort humain ne porte pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête. L'effort humain porte un bandage gernière et les cicatrices des combats livrés par la classe ouvrière contre un monde absurde et sans loi. Donc ici, on reconnaît évidemment la négation, le non, le ne pas, et c'est en ce sens que je parle de poème polémique. Ici, Jacques Prévert donc, se réfère à un point de vue qui est illustré par les statues allégoriques qui étaient assez
qui étaient bien représentés à la fin du 19e, au début du 20e siècle dans les parcs publics, et donc des photos, des statues magnifiques représentant l'effort humain sous la forme d'un beau jeune homme souriant. Et donc, évidemment, Prévert s'oppose à ce point de vue et il montre l'envers du décor en décrivant le véritable, ce qui pour lui est le véritable effort humain. Donc le poème établit un autre point de vue par un usage de la négation. Alors, autre situation sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, parce que ça c'est dans des poèmes déjà un peu plus compliqués, je dirais, c'est, un exemple nous est donné par Guy Vic, qui écrit une série de poèmes qui s'appelle Dialogue. Il y en a une 60aine, et ils sont tous faits de la même façon. Donc, un poème fait 4 vers, il n'y a pas de discours premier, il n'y a pas d'énonciateur, l'énonciateur textuel est complètement effacé, et on a deux locuteurs qui discutent, et chaque fois, donc, alors je vais, pour qu'on s'y reconnaisse bien, je vais parler de A et de B, mais ils n'ont aucun trait personnel, puisque tout dialogue est constitué de ces poèmes, de ces quatrains, de ces poèmes. Donc ce sont des locuteurs qui n'ont pas de trait personnel, mais petit à petit, et ça c'est l'intéressant de la poésie, c'est de prendre l'ensemble du livre, dialogue en l'occurrence, petit à petit, ils acquièrent un ethos. Et on voit que petit à petit, on voit que A est représente plutôt le naïf ou parfois l'enthousiaste, et B, le critique, le sceptique, le pessimiste. Alors, quel est le rôle de A ici? Bien, A propose un objet de discours, et le ciel, les bêtes, ou une vérité doxale. Il y a 5 continents. Donc, voilà. Et B réagit à ça. B réagit, et il réagit parfois de façon tout à fait, l'enchaînement est facile à comprendre. Les bêtes, on en est, donc il exprime un point de vue sur l'appartenance des humains au règne animal. Et d'autres fois, l'enchaînement est un peu plus étrange. Il y a 5 continents, je ne suis pas doué, donc a priori, évidemment, on ne comprend pas très bien. Et de fait, A demande pourquoi, et B précise pour les divisions. Et donc, ici, on voit bien que ce qui se passe, c'est que en fait, cette forme du dialogue permet à B d'exprimer un point de vue non doxal. Donc, si je prends le premier poème, et le ciel, il est là, c'est une manière de dire, ok, d'accord, mais j'ai rien à faire avec lui en réalité. Ce que le lecteur va impliciter, l'inférence, c'est que le ciel est B, la présence du ciel ne lui importe pas. Et ensuite, A s'étonne, rien à lui dire. Donc pour A, le ciel pourrait être un interlocuteur, ce qui amène à voir d'ailleurs dans le ciel, évidemment, l'entité symbolique. Et B se contente de répondre qu'il regarde. Donc il regarde, sous-entendu, s'il voit ce qui se passe sur Terre, peut-être qu'il comprendra qu'il vaut mieux qu'il reste à l'écart, ou qu'en tout cas, il n'a rien à faire. Sa présence n'est pas pertinente, elle ne permet pas de bien vivre, voilà. Donc le ciel est en quelque sorte récusé comme interlocuteur, et comme il n'est pas pertinent pour la vie humaine. Et donc chaque fois, B exprime un point de vue qui n'est pas doxal, puisque par exemple à propos des animaux, ce sont les bêtes qui hésitent qui se demandent si l'homme est vraiment un animal, sans doute parce qu'il est peut-être trop cruel pour faire partie de ce règne. Donc là encore, il renverse la hiérarchie entre l'humain et l'animal. Et quant au dernier, il me semble, moi ce que j'interprète du dernier poème, c'est certes il y a 5 continents, mais il ne faudrait pas en déduire que les humains sont divisés. Et donc moi je pense que la thèse dont B est porteur, c'est que les distinctions géographiques n'enlève rien à l'unité de l'espèce humaine. Alors, vous voyez qu'évidemment, ces poèmes nous obligent à restituer énormément d'inférences. Alors, c'est en ce sens que ce ne sont pas des argumentations, disons, déployées, mais en revanche, il me semble que de l'opposition entre A et B naît bien une argumentation que le lecteur est à même de restituer. Et donc, en fait, ce dont le lecteur, je dirais, jouit dans la lecture du poème, si on peut, c'est à la fois
tout le travail d'ellipse, hein, précisément. C'est dans ce sens que consiste, je dirais, l'esthétique du poème. C'est ce travail d'ellipse qui l'oblige, lui, à s'investir fortement dans la construction du sens, et aussi, petit à petit, de voir se dessiner deux personnages auxquels on peut attribuer un ethos uniquement à partir des points de vue qu'il compare. Voilà. Alors, un autre cas encore. Alors, avec Livic, on avait des poèmes dialogaux. Avec les portraits d'Émail Dozem de Michaud, on a des poèmes monologaux. Mais ces poèmes monologaux, ce qui avait attiré mon attention quand j'avais travaillé sur eux pour travailler sur la répétition, c'était un ensemble de formes qui sont caractéristiques du dialogisme, hein, des dislocations gauche et droite qui exhibent le choix de l'objet du discours et qui montrent donc le travail sur le paradigme, hein, des énoncés négatifs, beaucoup d'interrogations sur le sens à donner à un événement ou sur la suite, sur ce qui va se passer après, beaucoup de concessifs et des emplois de oui et de non. Et donc, avec Michaud, ce que je voudrais illustrer, c'est la sollicitation du lecteur. Alors, vous avez donc ici deux fragments que je vais un peu étudier. Donc, ici, donc, on a un seul locuteur, hein, un énonciateur textuel qui n'est pas un locuteur, pas exactement en tout cas, il est sujet modal, il est porteur de modalités interrogatives, mais il n'apparaît pas sous forme de marque déictique. Et donc, cet énonciateur textuel construit une opposition autour de « mais il n'est pas encore battu ». Et donc, il invite à penser deux points de vue, à les articuler. Le premier point de vue, c'est que le Médozème est en piteux état, et l'autre point de vue, c'est que malgré tout, il n'est pas encore battu, et ceci est répété. Donc, l'énonciateur textuel est effacé, mais il s'implique au niveau épistémique, au niveau modal, par les répétitions. Évidemment, ce que le poème nous invite à faire, c'est, en tant que lecteur, c'est à évaluer cette situation. Le lecteur est impliqué dès l'interrogation initiale. 34 lances enchevêtrées peuvent-elles composer un être? Et la réponse donc, que nous fait l'énonciateur textuel, c'est oui, un Médozème. Donc il met en scène l'étonnement du lecteur et il y répond. Un Médozème souffrant, un Médozème qui ne sait plus où se mettre, qui ne sait plus comment se tenir, comment faire face, qui ne sait plus être qu'un Médozème. Ils ont détruit son un. Mais il n'est pas encore battu. Les lances qui doivent lui servir utilement contre tant d'ennemis, il se les est passées d'abord à travers le corps, mais il n'est pas encore battu. Donc, le lecteur est invité à adhérer évidemment au point de vue que l'énonciateur textuel présente comme plus fort, hein, qui est le fait que ce Médozème a encore des capacités de résistance. Voilà. Et il est invité aussi, donc il est invité à adhérer à ce point de vue, mais en même temps, il est invité à s'interroger aussi sur la situation de cet être étrange qui se passe des lances à travers le corps. Et c'est d'autant plus vrai que chaque fragment, hein, il y a 69 fragments dans ce texte, Portrait d'Émail Dozem, chaque fragment nous propose de déplacer aussi notre regard sur ces Émail Dozem, les décrit différemment. Donc, ils ont une identité qui est constamment en mouvement. Hein, mais chaque fois, ce qui est en débat, c'est le sens que l'on doit attribuer à cette existence improbable d'Émail Dozem. Alors, parfois, c'est une opposition de point de vue, comme dans le fragment 5, où l'énonciateur textuel adhère en quelque sorte, adhère clairement à l'un des deux. Hein, il n'est pas encore battu, donc d'une certaine manière, voilà, il met en exergue la résistance. Et d'autres fois, c'est lui-même qui contredit le Médozème. C'est ce qu'on voit dans le fragment 39. Dans le fragment 39, nous avons un écho du point de vue du Médozème, toute éruption si on l'écoutait. Toute éruption si on l'écoutait. Mais c'est un nœud indivisible, profondément, inextricablement noué. Et la fin du texte, quel étranglé ne parle un jour de se libérer, les tables elles-mêmes parlent, à ce qu'on dit, de se libérer de leurs fibres. Donc ce qui se passe ici, c'est que le Médozème
on lui impute un point de vue, l'énonciateur lui impute un point de vue qui serait qu'il est éruption, donc il est en voie de libération, c'est une force qu'on ne pourra pas arrêter, hein, c'est ce qui est contenu dans le programme du mot éruption, hein, et ici l'énonciateur textuel contredit ce point de vue et le tient à distance en disant mais quel étranglé ne parle un jour de se libérer, et donc, il veut bien concéder qu'il soit éruption, enfin, en tout cas, que le Médusème se proclame éruptif, mais lui, ce qu'il constate, c'est qu'il est noué, et donc probablement qu'il ne pourra pas se libérer. Et donc, ici, l'opposition est entre le point de vue du Médusème et celui de l'énonciateur textuel. Alors, l'ensemble des fragments construisent deux niveaux de lecture. Ce qui est dit des Médusème, parce que ce qui est dit dans cette partie de livre, hein, c'est que le Médusème parvient, par ses capacités d'adaptation et son endurance à la douleur, il parvient à survivre dans un monde terrifiant, où il est affligé de maux sans nombre. Je résume là, je dirais, ce qui est dit dans ce livre. Et ce qui est suggéré par les procédés empathiques, c'est que le Médusème est un parangon de l'humain, que ce faisant, c'est un parangon de l'humain. Il ne faut pas oublier que c'est un livre qui est écrit juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a le mot « camp » dans le livre, et donc on peut penser que les Médusème sont aussi une allusion directe à la Shoah, mais par ailleurs également à la mort de la femme de Michaud. Enfin, plusieurs choses qui se mêlent là. Et donc, nous avons un processus de création d'empathie, mais ce qui est très complexe dans ce livre, au niveau argumentatif, c'est que le locuteur, enfin l'énonciateur textuel, plutôt, j'ai mis le locuteur, mais j'aurais dû dire l'énonciateur textuel, en fait, émet tout au long du livre deux points de vue que l'on pourrait considérer comme contradictoires. Et c'est peut-être là la force de la poésie, c'est de les maintenir tout le temps qu'au présent. Les Médusème méritent la sympathie, précisément par leur capacité de résistance. Mais en même temps, il convient de garder les distances à leur égard et de ne pas renoncer à une posture critique. Et là, on a l'humour de Michaud, l'humour noir de Michaud, très souvent, hein, qui est un refus, disons, du pathos, et donc une distance critique qu'on voit bien dans le second fragment que je vous ai mis, quand il dit « les tables elles-mêmes parlent à ce qu'on dit de se libérer de leurs fibres », ce qui est d'une manière, évidemment, de se moquer un peu de ces prétentions de ce malheureux Médusème. Voilà, donc là, nous sommes dans un cas où le lecteur est vraiment obligé de construire aussi lui-même l'arrière-plan qui lui permet d'interpréter le texte, et ça, je vais y revenir avec le poème suivant. Donc, comme le poème de Michaud, le poème que je vous propose là, c'est un poème où, à mon avis, l'enjeu du poème, c'est vraiment de mettre le sens en débat. Et donc, ce que fait beaucoup la poésie contemporaine, c'est de présupposer toute une situation. Et donc, le but du poème n'est pas de nous décrire une situation, mais plutôt de la poser comme étant partagée avec le lecteur et d'inviter le lecteur à l'évaluer. C'est-à-dire que ces poèmes sont argumentatifs pour moi au sens où ils requièrent de la part du lecteur une évaluation d'une situation qu'il est censé partager avec l'énonciateur textuel. Ici, il est question de l'agonie d'une personne, et en fait, ce qu'on sait, enfin, c'est l'avant-dernier poème d'une série, et donc la personne qui est en train de mourir est le père de l'énonciateur, du locuteur énonciateur, hein, qui utilise le nous dans ce poème pour se désigner. Et donc, ici, le lecteur est invité à s'interroger sur le sens de cette agonie, hein, qui empêcha la nuit de s'épaissir entre les spasmes, d'envahir le silence. Creusement des rides, grattement des doigts ne font pas un message, mais la respiration de plus en plus courte, que dit-elle encore, sinon que l'amour demeure inaccompli. Les mains n'auront-elles servi qu'à essuyer le front, les joues, à recouvrir le visage mortel? Mais dans les paumes qui se plissent, l'espace est revenu laver l'espace, nous réclamer. Donc ici, l'énonciateur textuel prend position. Les questions qu'il pose sont très souvent des questions fortement orientées, rhétoriques. Hein. Par exemple, mais la respiration, que dit-elle encore, sinon que,
hein. Donc, il y a une prise de position à la fin de la strophe. Et ensuite, les mains n'auront-elles servi qu'à essuyer le front? En fait, ce qui est sous-entendu, c'est une réponse négative. Non, elles n'auront pas suivi qu'à ça. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que les deux mets n'ont pas le même fonctionnement. Le premier met, c'est, disons, un met classique, hein. On concède que le creusement des rides, le grattement des doigts ne font pas un message, mais pour mieux ensuite faire valoir le point de vue selon lequel euh, la respiration, malgré tout, signifie la permanence de l'amour, mais un amour inaccompli. Et en revanche, le deuxième mais est un mais du type sino-espagnol, c'est-à-dire en fait, on suppose une réponse négative à la question, les mains n'auront-elles servi? Non, et donc le mais vient confirmer le non, en fait. Hein. Et donc ce qui est confirmé, c'est qu'elles n'ont pas servi qu'à ça, mais ça va être au lecteur de répondre, si elles n'ont pas servi qu'à ça, à quoi donc ont-elles servi? Donc il est invité à relire tout ce qui précède pour tirer lui-même la conclusion qu'elles ont servi à maintenir en fait le lien entre, à maintenir le lien d'amour entre le fils et le père. Voilà. Et donc, le dernier énoncé, hein, mais dans les paumes qui se plissent, l'espace est revenu laver l'espace, et est présenté comme un argument pour la réponse négative à cette question. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans ce poème, c'est qu'en fait, tout ce qui est de l'ordre de la description de l'agonie est présupposé. C'est quelque chose qui est connu. Hein. Donc, le fait que la nuit n'ait pas pu s'épaissir, qu'elle n'ait pas pu envahir le silence, le fait que les rides se soient creusées, que les doigts aient gratté, etc., ou que les mains aient essuyé le front, enfin tous les gestes et toute la physique, je dirais, du corps agonisant est complètement appartient à un arrière-plan partagé. Et ce qui est vraiment important, c'est le sens que l'on va donner à ça. Et il me semble que c'est une manière qu'a la poésie de nous inviter en tant que lecteur, de nous impliquer dans une réflexion et dans une construction de sens. Et c'est pour moi donc ce que j'appelle donc une argumentation par positionnement. Voilà, donc je résume un petit peu ce que je viens de vous dire. Et donc je passe à un autre cas qui est, alors un cas aussi assez compliqué en fait, énonciativement, me semble-t-il, argumentativement surtout. C'est un poème alors où là, l'énonciateur textuel cède la place à un personnage. Donc le poème s'intitule Le contrôleur, c'est la seule marque de l'énonciateur textuel. Et donc il est question d'un contrôleur qui au début est un contrôleur de métro et qui dit allons, allons, pressons, il pousse un peu les gens pour entrer dans la rame. Et puis au fur et à mesure que le poème évolue, hein, on a allons, allons, pressons, pressons sur la gâchette, il faut bien que tout le monde vive, alors tuez-vous un peu. Allons, allons, voyons, soyons sérieux, laissez la place. Vous savez bien que vous ne pouvez pas rester là, etc. Donc, ici, me semble-t-il, ce poème m'a vraiment fait beaucoup réfléchir sur le positionnement de l'énonciateur textuel. Et moi, l'analyse que je vous propose est la suivante. Il me semble que le contrôleur donc exprime un point de vue qui est on sait bien qu'on est sur Terre pour mourir. Voilà, on sait bien qu'on est sur Terre pour mourir et il faut accepter ça. Et les guerres, parce qu'il me semble que le pression sur la gâchette et tuez-vous un peu, c'est une allusion aux guerres. Bon, ça, je m'appuie aussi sur l'antimilitarisme bien connu de Prévert. Hein. Bon, les guerres ne font que hâter une issue qu'il faut accepter. Donc, le contrôleur, lui, endosse ce point de vue, mais il endosse de façon hyperbolique. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'oppose à un point de vue implicite, doxal, qui est que la vie humaine vaut la peine d'être vécue et qu'elle permet aux humains d'accomplir de nobles desseins. Et ici, au contraire, ce que fait le contrôleur, qu'on peut qualifier du cynique, hein, c'est de dire que cette vie humaine, elle est vraiment dérisoire. Voilà, on fait un petit tour et puis on meurt. Voilà, un petit tour et on s'en va. Hein, et donc, il n'y a pas de quoi en faire une histoire. Et donc, il s'oppose évidemment à des discours beaucoup plus emphatisants sur les destins que les humains auraient à accomplir. Mais derrière cette opposition de point de vue, il y a aussi le point de vue de l'énonciateur textuel. Et il me semble que ici, l'énonciateur textuel, il pense
enfin, en tout cas, enfin, évidemment, je m'appuie aussi sur ce qu'on peut savoir de Prévert par ailleurs, mais enfin, et des Prévert tels que nous donne à lire Parole, hein, c'est que ces deux discours sont mensongers, les deux points de vue sont mensongers. Et donc, pourquoi est-ce qu'il crée cette fiction d'un contrôleur? C'est pour pouvoir donner à point de vue d'eux un tour hyperbolique qui permet de démasquer les contradictions du discours dominant. Parce que le discours dominant, tantôt il a certes point de vue 1, hein, allez-y, la vie c'est quelque chose de noble, donnez-vous à fond, etc. Et tantôt il a certes point de vue 2, c'est-à-dire qu'il envoie les gens à la boucherie, hein, en leur disant ben oui c'est comme ça, hein, il faut bien mourir, donc bon voilà, autant mourir pour la patrie. Bon. Et en fait il me semble que donner la parole à un personnage permet en fait de montrer qu'on a deux points de vue tour à tour et contradictoirement assumés par le discours dominant, et desquels évidemment le point de vue 3, qui est celui de l'énonciateur textuel, se détache. Et donc, on est encore aussi dans un processus de construction d'inférence qui me semble tout à fait important dans ce poème. Alors, comme le temps passe, je vais aller un peu vite pour le dernier exemple que je voulais vous proposer. Je voulais vous montrer aussi qu'on peut argumenter par les citations. Alors, je me suis beaucoup intéressée à ce livre de Laurent Gaspard qui s'appelle Égée, parce que ce livre est plein de citations. Et en fait, je voulais m'inscrire en faux contre l'idée de Bakhtin qui dit que le discours poétique est monologal, c'est une parole sûre d'elle-même, etc. Et je pense que c'est vrai pour certains poèmes, mais c'est loin d'être vrai pour tous. Et je me suis donc intéressée à ce livre qui est vraiment plein de citations très nombreuses. Et en y travaillant, j'ai vu qu'il y avait deux sortes de citations. Donc, vous avez ici, enfin 3, après on verra. Donc, des citations courtes, qui sont complètement décontextualisées. Hein. C'est le cas de « Et le tiers de la mer devint du sang », ça c'est une citation de l'Apocalypse de Jean, mais qui est complètement sortie de son contexte, recontextualisée et en fait privée de sa valeur illocutoire initiale. C'est-à-dire qu'en fait la citation n'est utilisée que dans sa valeur locutoire, mais pas illocutoire, elle est complètement réorientée et pour décrire la mer, qui est la couleur rouge de la mer, qu'on peut attribuer à plusieurs choses, mais je passe. Et puis, inversement, vous avez d'autres citations qui sont très longues et qui respectent la valeur illocutoire initiale et qui se trouvent dans la partie du livre qui s'appelle Clinique. Et donc qui reprennent des passages entiers. Alors, je précise que toutes les citations sont précisées par des notes. Hein, donc, les citations, elles sont en italique, dans Clinique aussi, et elles sont bien référencées. Et donc, on a donc des modes de citation bien différents. On a un troisième type qui sont les poèmes de Séphéris, donc le poète grec Séphéris. Et ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que c'est l'opposition entre ces citations recontextualisées, ces citations au contraire qui conservent leur valeur illocutoire, et puis celle de Séphéris où il y a véritablement un transfert de voix, puisque à la fin, le livre se termine sur un poème traduit de Séphéris, où le tu, en fait, qui dans le poème de Séphéris, c'était peut-être du dialogue avec soi-même ou avec le lecteur, mais là, le tu devient véritablement Séphéris avec un transfert. Et je suis obligée de passer un peu vite. Et pourquoi je dis que c'est une manière d'argumenter? Eh bien, ces citations, me semble-t-il, couvrent un éventail d'enjeux qui sont l'affirmation du lien entre le passé et le présent, c'est-à-dire que des tragiques grecs ou des médecins hippocratiques au présent, il n'y a finalement pas tant de différence. C'est une manière de proposer plusieurs sortes d'expériences du monde, philosophiques, prophétiques, tragiques, médicales, de mettre au centre du livre le rapport entre la poésie et la vérité. Et donc, ce que l'usage des citations montre, et ici on est dans une monstration aussi d'un point de vue et d'une argumentation, c'est que la parole poétique n'est pas une parole instituante, mais qu'elle est le lieu de la mise en circulation des discours et de leur décantation aussi. Donc, on a un usage qui est véritablement, à mon sens, argumentatif de la citation par les différents modes de citation qui sont agencés dans ce livre et que je ne peux pas, malheureusement, pas trop détailler. Donc, en conclusion,
Je dirais que, bon, tout d'abord, je dirais qu'il y a un autre aspect de l'argumentation poétique que je n'ai pas du tout développé, enfin simplement brièvement à travers les citations d'Égée, ce sont les liens hypertextuels. Les liens hypertextuels, le pastiche, la parodie, enfin tout ce qu'a pu étudier Jeunette dans Palimpseste, hein, relève évidemment d'un positionnement au sein du discours littéraire et à ce titre ressortissent à l'argumentation. Ici, dans mon exposé, j'ai préféré insister sur un autre aspect, c'est le poème comme porteur d'une pensée sur le monde. En effet, il me semble que le poème, certes, alors j'en parle dans d'autres textes, hein, le poème est doté évidemment d'une dimension que j'appelle esthésique, qui en fait un objet d'art. Hein, je pense que c'est la construction aussi, le poème, d'un objet d'art. Et tous ces poèmes que je vous ai montrés aujourd'hui, on peut tout à fait les envisager sous cet aspect-là. Mais c'est aussi une pensée sur le monde. Mais simplement, ce qui est intéressant dans cette manière de nous faire réfléchir à notre position dans le monde, c'est que le poème met en place des conflits de point de vue ou des conflits de locuteurs qui constituent l'enjeu principal du texte, mais que, en revanche, la conclusion à tirer de ces conflits est souvent implicitée. Et donc le poème sollicite activement le lecteur par des représentations sémantiques qui sont lacunaires ou figurales. Alors j'aurais voulu vous parler des figures dans les textes que je vous ai montrés, mais je n'avais pas le temps de le faire, mais peut-être la discussion permettra d'y revenir. En tout cas, il me semble que ce qui est une manière spécifiquement poétique d'argumenter, c'est de mettre le sens en débat sans donner de conclusion, ou en tout cas, les conclusions ne sont accessibles qu'au prix d'un travail d'inférence qui est quand même assez considérable. Je pense que vous l'avez vu sur les exemples que j'ai choisis. Et donc, sans une très forte participation du lecteur à la construction du sens dans le texte. Voilà, donc j'en ai fini pour permettre un temps de discussion, même si j'ai dû accélérer un peu vers la fin. Voilà. Merci beaucoup. Tu enlèves le Oui, partage d'écran. oui, oui. Voilà. Donc, nous avons un quart d'heure pour des questions. Si vous voulez poser une question, vous pouvez apparaître, vous mettez votre image, enfin, et puis vous prenez la parole. Ou alors vous pouvez aussi l'écrire à côté dans la discussion. Corentin, Louise et moi, on va essayer de voir ça. C'est pas très très commode quand on n'est pas en présence pour lancer ces discussions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... L'université de Neuchâtel a levé la main. Et pourquoi je ne vois pas l'université de Neuchâtel? Oui, moi je la vois, oui. Pourquoi je ne les vois pas, moi? Oui, bon, alors Oui. allez-y. Il faut mettre le micro. Je n'entends pas. Non, on entend. Ah oui, voilà. En fait, on avait juste applaudi pour la présentation. Merci beaucoup, c'était très intéressant. D'accord. J'avais une... Bon, s'il n'y a personne, je vois personne. Je profite pour prendre la parole. Bon, je me suis toujours fascinée par les descriptions que vous faites des poèmes et la richesse de votre regard et vos lectures sur ces poésies qui sont pas toujours faciles à comprendre. Donc, je trouve très intéressante cette idée qu'il y a aussi le développement d'une pensée dans les poèmes. Il y a deux choses sur lesquelles j'aurais bien aimé vous entendre, peut-être un peu plus, même si on n'a pas beaucoup de temps. C'est sur la définition de l'énonciateur textuel qui me torture un peu, mais parce que j'ai été, comment dire, élevée par Ducrot, enfin, et du coup, j'arrive jusqu'au locuteur, j'ai le locuteur, j'ai le sujet biographique, mais je n'arrive pas exactement à comprendre Oui. supplémentaire qu'est l'énonciateur textuel. Donc, Oui.
pouviez un peu revenir dessus. En particulier, je n'arrive pas tout à fait à comprendre. Est-ce que l'idée, c'est que il faut, ce que j'ai d'abord entendu, c'est que, bah, comme le faisait déjà remarqué Benveniste, c'est qu'il y a des cas, il y aurait des cas sans locuteur, hein, mais qu'il y a quand même quelqu'un qui construit le texte, et Oui. c'est celui-là qui est l'énonciateur textuel. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre à ce moment-là, c'est des cas où l'énonciateur textuel pourrait ne pas être le locuteur, quand il y a aussi un locuteur, comme dans Corbière, quand le jeu est une type, parce qu'il me semble que si quelqu'un dit jeu, enfin, ça fait partie de la définition même de jeu, qu'il est l'organisateur de la parole. Donc, j'arrive. Bon, il y a un petit. En fait, oui, alors l'énonciateur textuel, effectivement, c'est celui qui construit le texte. Et aussi, enfin, c'est aussi en fait, c'est une manière aussi de reprendre les réflexions qui parlaient d'auteurs impliqués ou de, bon, pour marquer la différence, effectivement, entre le sujet parlant et celui enfin, le sujet biographique, et puis celui qui produit un énoncé, qui produit un énoncé. Alors pourquoi ne pas passer directement du sujet parlant au locuteur, bon, et poser un énonciateur textuel? Ben, c'est précisément pour rendre compte aussi de tous ces phénomènes de fictionnalisation, hein, qui sont très importants dans le roman, mais qu'on trouve aussi en poésie. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en fait, il y a toujours un double jeu, c'est-à-dire qu'il y a un jeu fictionnel, donc la pipe, par exemple, mais ça peut être un humain, hein, bien sûr. Par exemple, pour Corbière, il y a aussi des poèmes où il y a un locuteur qui est une locutrice. Bon. Mais en même temps, les poèmes, bon, ils ont aussi, ce qui est particulier à la poésie, c'est que quand même, un livre de poèmes, c'est un ensemble de textes qui sont dans une relation complexe, parce qu'ils sont à la fois, chacun peut être lu indépendamment les uns des autres, ce qui n'est pas le cas pour un chapitre de roman, mais en même temps, ils font sens dans l'ensemble, ce que j'ai voulu montrer un peu avec les mails d'Ozem. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce jeu fictionnel, il est jamais là de bout en bout dans le texte. C'est-à-dire, il y a toujours des moments où c'est l'énonciateur textuel qui est porteur de point de vue. Voilà. Alors, il n'est pas forcément locuteur, mais il est porteur de point de vue. Et en fait, le jeu fictionnel, en fait, le livre se construit dans la confrontation de points de vue entre les points de vue portés par le jeu fictionnel et les points de vue portés par l'énonciateur textuel. Voilà. Je pense que l'énonciateur textuel recourt au jeu fictionnel pour pouvoir instaurer cette dualité de point de vue. Voilà. Alors Guy Vic, lui, là, dans le dialogue, il fait autrement. Lui, il le fait en posant ces deux personnages-là, hein, qui sont simplement désignés, enfin, par des tours de parole, hein, mais on peut le faire autrement. Mais une manière de le faire, c'est effectivement d'avoir le point de vue de l'énonciateur textuel en dialogue avec le point de vue du jeu fictionnel. Et donc là, on rejoint des phénomènes qui ont été beaucoup analysés dans les récits, mais qu'on trouve aussi en poésie. D'accord, merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Dario? Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention très riche. Moi, je voulais revenir juste sur un point que dont vous avez parlé un peu en passant, donc les fréquences, les occurrences de mots argumentatifs dans les poèmes. Oui. Et je me disais si ça pourrait être intéressant plutôt que de voir les occurrences individuelles. Donc, par exemple, peut-être, car, cependant, de voir un petit peu les co-occurrences. Et donc, de voir s'il y a certains auteurs qui utilisent car avec peut-être et d'autres qui utilisent pourtant avec peut-être, et si ça ne pouvait pas donner une image un petit peu de certains styles argumentatifs, là où le peut-être aurait un sens différent parce qu'il se trouve plutôt à côté du car ou plutôt à côté du pourtant. Qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une piste effectivement qu'on pourrait vouloir suivre? Oui, je pense qu'on pourrait, oui. Après, la difficulté, c'est que souvent le nombre d'occurrences est quand même assez faible, hein, donc je ne sais pas si on arriverait vraiment à dégager des styles argumentatifs sur ces seules bases-là, mais
Mais en tout cas, déjà, quelque chose qui est intéressant, c'est de savoir si les négations sont importantes ou pas, parce qu'on a des auteurs qui utilisent beaucoup de modalisateurs, mais peu de négations, et puis d'autres qui utilisent à la fois beaucoup de négations et beaucoup de modalisateurs. Donc là, on a déjà deux styles, je dirais, un petit peu différents. Donc moi, je pense que oui, c'est faisable et c'est intéressant, oui, tout à fait. Oui, oui. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On a encore 5 minutes. Oui, il y a une question, je crois, dans la discussion, dans le fil de discussion, Dans le fil de... mais je ne sais pas qui veut la poser. Donc, Mohamed Sadek, je ne sais pas si. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors en fait, oui, j'aimerais bien poser juste une question. Enfin, je vous remercie tout d'abord pour votre intervention qui était très riche pour moi. J'aurais juste une question à vous poser concernant le dernier point que vous avez évoqué, c'était sur la citation, c'est-à-dire lorsqu'on rapporte une citation, est-ce que cette citation en question, est-ce qu'elle conserve sa valeur élocutoire ou il perd cette valeur-là? Donc, ça m'a fait penser justement à Charol qui l'en avait déjà, enfin, qu'il avait travaillé un peu dessus. Et il avait évoqué quelques exemples de discours qui ont été rapportés par Selon. Donc moi, en fait, ma question, ça concerne exactement ce point-là, c'est-à-dire lorsqu'on rapporte une parole au moyen de Selon, est-ce que cette parole-là, il pourrait conserver sa valeur élocutoire ou oui, il perd complètement la valeur ou peut-être qu'il pourrait juste conserver en partie cette valeur élocutoire. Les exemples que j'ai sous mes yeux sur lesquels a travaillé Charol, c'était par exemple, selon ta mère, je t'interdis de fumer. Un autre exemple, c'est selon Max, la science est ouverte. Le troisième exemple, c'est selon Max, je te baptise l'indomptable. Donc, il y avait ces exemples-là et la thèse à laquelle est arrivé Sharon, c'est de dire que dans ce cas-là, par exemple, lorsque la mère dit, selon ta mère, enfin, lorsque un locuteur dit l'énoncé suivant, selon ta mère, je t'interdis de fumer, dans ce cas-là, cette parole qui est rapportée au moyen de selon, elle perd toute sa valeur d'interdiction. Donc, on ne peut pas interdire au moyen de cette parole. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est dans la poésie, ce que vous en pensez en tout cas quand on rapporte au moyen de selon, est-ce que ce qu'on rapporte, on ne peut pas agir avec. En tout cas, ça perd sa valeur d'interdiction. Merci. C'est-à-dire, dans les exemples que vous avez cités, là, donc étudiés par Charol, on est quand même dans des cas d'énoncés très particuliers, qui sont des énoncés performatifs. Donc, c'est sûr qu'avec selon, ils perdent cette valeur performative. Là, dans les citations que j'ai analysées dans les G, le cas est différent parce que peut-être ce sont des énoncés assertifs ou interrogatifs ou injonctifs. D'ailleurs, les énoncés des médecins sont injonctifs, ce sont des conseils aux médecins, en fait. Ils gardent leur valeur et précisément ce qui m'avait intéressé, c'est que certains gardaient leur valeur illocutoire, c'est-à-dire que les énoncés observent la respiration, observent les silences, les humeurs, etc. Ils gardent tout à fait leur valeur illocutoire dans le poème, alors que d'autres, au contraire, la perdent parce qu'ils sont, par exemple, et le tiers de la mer devint du sang. Enfin, j'ai dit que ça perdait sa valeur illocutoire. Alors bien sûr, ça reste une assertion, mais ça perd sa valeur illocutoire au sens où le sang devient à ce moment-là une métaphore et donc on n'est plus sur la description d'un phénomène monstrueux, mais on est simplement sur la description d'un changement de couleur et de voilà. Donc D'accord. D'accord, merci beaucoup. Bon, merci. Malheureusement, il est 14h57, il va falloir s'arrêter, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions, enfin, Michel, de discuter. Moi, j'ai pas mal d'étudiants qui travaillent sur de la poésie et ce serait bien de pouvoir continuer à discuter. volontiers, oui. Oui, bien sûr. Voilà, Bon, merci beaucoup. merci